Je voudrais aussi me réjouir de retrouver encore une fois les journalistes, car je l'ai dit, ils sont tellement constants, ils sont tellement vigilants, que chaque fois que je peux les regarder droit dans les yeux, je me dis que nous avons été cohérents. Sinon, on n'aurait pas eu le courage de les affronter à nouveau. Parce qu'ils ont la mémoire et ils savent ce qui avait été promis et ils peuvent faire les rapprochements pour savoir si ce qui a été dit il y a quelques mois est fait maintenant. Ceci étant, nous sommes aujourd'hui à l'heure des bilans. En termes de symboles, je pense que c'est le séminaire le plus important que nous avons fait. Il s'agit de quoi? Ceux d'entre vous qui ont eu à fréquenter dans les écoles de Côte d'Ivoire ont tous lu Soudata ou l'épopée Madingue de Djibril Tamsir Niang, paru en 1960 aux éditions Présence africaine. Et dans cette épopée, on présentait l'empire du Madingue, notamment la charte de Kouroukan Fouban, qui a été donc écrite en 1236, une année après la bataille de Krina, et dont un des articles disait ceci: un mensonge qui a perduré pendant plus de 40 ans doit être considéré comme une vérité. Alors, que ce soit vrai ou que ce soit faux, si pendant plus de 40 ans, on n'a pas pu démontrer que c'est un mensonge, considérons que c'est une vérité. Le système des marchés publics en Côte d'Ivoire existe depuis 1969. Ça fait donc plus de 40 ans que les gens disent que ce système-là n'est pas bon, qu'il y a des manœuvres frauduleuses, qu'il y a la corruption. Nous, la question n'est même plus de vérifier. La question est de prendre cette posture de ce griot et de dire, si pendant plus de 40 ans on dit que ce système n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Maintenant, allons-y avec courage, évitons la politique de l'autruche et cherchons les méthodes alternatives. C'est ce que l'autorité de régulation a essayé de faire de 2010 à 2015. Mais se exposer à ceci de spécifique, c'est qu'il se veut être concret. Il ne s'agit pas de placarder des affiches avec des intentions. Il ne s'agit pas de lancer des slogans. Il ne s'agit pas de parler au futur ou au subjonctif. Il s'agit de dire concrètement qu'est-ce qui fait que l'ARN peut dire qu'il y a eu du nouveau avec son avènement dans le système des marchés publics et de vous laisser juger vous-même. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter le bilan des activités de bonne gouvernance de l'ARNP orientée vers la bonne gouvernance de 2010 à 2015. Pour cela, la notion de bonne gouvernance, tout le monde en parle, mais je pense que le plus facile à dire, c'est simplement l'art de bien gouverner, de bien gérer les choses. Un peu comme si on était à la part d'un masse navire avec un gouvernail et qu'on essayait d'éviter tous les écueils pour mener à bon port ce bateau. Donc pour nous, la bonne gouvernance dans les marchés publics, c'est le bateau que nous avons en charge, celui de la régulation, et donc de le mener à bon port. Les enjeux ils sont simples. La bonne gouvernance, c'est le développement. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, si vous ne les gérez pas bien, vous ne serez jamais développé. Ainsi, pour aborder ce thème, nous le ferons en 3 points. Nous allons voir d'abord au niveau de l'autorité, quelle est notre vision, quelle est notre stratégie et quelles sont nos convictions en ce qui concerne la bonne gouvernance. Dans une deuxième partie, nous verrons les résultats enregistrés concrètement en 5 ans. Et nous terminerons en parlant des perspectives, des préoccupations et les défis restants. La première chose que je voudrais signaler, c'est que quand nous sommes venus au début, on nous a dit c'est juste une institution de plus, c'est une institution de trop, c'est juste pour faire bien le temps d'atteindre le PPTE et de satisfaire les conditionnalités des bailleurs. Mais nous avons pu, nous avons rêvé. Et à cet effet, je voudrais dire ceci, nous considérons déjà que c'était le début d'une nouvelle réalité, cette bonne gouvernance dans les marchés publics. D'abord, cette bonne gouvernance, le secrétaire général Kofi Annan l'a dit, c'est le chemin le plus sûr pour en finir avec la pauvreté et soutenir le développement. Et nous pensons que c'est vrai. Quand vous prenez le Zaïre, quand vous prenez le Congo, vous prenez la Guinée, les gens parlent de scandale écologique, tellement il y a des richesses. L'Afrique n'a pas de problème de richesse, elle a des problèmes de gestion de richesse. Si vous prenez les bailleurs, faites l'expérience, on vous donne 10 milliards. Le taux de décaissement pour atteindre la moitié, c'est la preuve de la bannière.
C'est comme quelqu'un qui a besoin d'argent, on lui en donne et n'arrive pas à en profiter. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, les bailleurs le savent, ils ont les statistiques. Un continent qui a besoin d'appui, un pays qui a besoin d'appui, on lui en donne et ne peut pas absorber. Il s'agit bel et bien d'une question de bonne gouvernance, c'est tout. Donc moi je suis ferme, nous n'avons pas de problème de richesse, mais nous avons des problèmes de gestion de ces richesses-là. Et pourtant, il faut aller au développement. Et pourtant, il faut en finir la misère. Ceci étant, au début, c'était un rêve, en 2010. Et comment cette gouvernance est devenue réalité? Il y a un auteur allemand, au nom que je vous laisse le soin de prononcer, puisque j'ai fait plutôt l'espagnol, qui disait « Quand un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais quand plusieurs hommes font le même rêve, c'est le début d'une nouvelle réalité. » Vous tous êtes témoins ici, ceux qui étaient là depuis le début, nous avons tous rêvé ensemble de cette bonne gouvernance. Le secteur privé, la société civile, les journalistes, les bailleurs. Et finalement, on s'est rendu compte que, étant tous à rêver, finalement c'est une réalité. Aujourd'hui, grâce à ce rêve que vous avez tous partagé avec nous, je peux parler de tout ce que je connais, depuis M. Bamba, les nominés, ça fait 3 ans, 4 ans que nous sommes ensemble. C'est ce rêve-là que nous avons vécu de façon collective qui fait que cette bonne gouvernance aujourd'hui, je peux le dire, est une réalité. Et je voudrais donc vous féliciter de votre apport et de cette fédération, de toutes vos énergies pour nous aider à aller de l'avant. Nous continuons. Deuxièmement, cette vision que j'ai dit, il faut voir quelle est la stratégie que nous employons pour l'atteindre. Pour nous, il y a un nouveau concept, c'est ce que j'appelle la bonne gouvernance équilibrée. Il ne s'agit pas de ressasser des slogans, de dire des choses théoriques, de demander aux gens de bien être alors que soi-même on ne l'incarne pas. Je prends par exemple la formation, on a toujours dit c'est la transmission des savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Vous-même, il faut dire qu'est-ce que vous faites pour que ce soit contrebalancé, pour que ce soit équilibré. Cette bonne gouvernance. Alors, c'est simple. D'abord, nous suivions et nous veillons à la bonne marche du système. On voit surtout le thème répressif. Mais de l'autre côté, il faut contrebalancer en prenant des mesures pour améliorer le système. Et c'est ce que j'appelle la bonne gouvernance équilibrée. Il faut sévir d'une part, mais il faut aussi encourager les gens à aller vers la bonne gouvernance par des moyens en griffe plus positifs. Qu'est-ce que nous avons fait? Au niveau de la gestion des contentieux, tout à l'heure, on va vous distribuer un document qui est sorti hier à quelle heure? Autour de 19h. C'est une édition spéciale pour ces séminaires. L'ARMP, par exemple, a rendu 139 décisions. Mais rendre 139 décisions, ce n'est pas une performance. Dans ces 139 décisions, il y a combien d'entre elles qui ont renversé le cours des événements? Il y a combien d'entre elles qui ne seront pas contentées d'aller dans le sens de caresser le poil? Nous en avons répertorié 29. 29 fois où nous avons dit non. On a donc sélectionné, dans tous les actes que nous avons posés, les actes où on voit un impact concret, visible sur la bonne gouvernance, où les choses ont changé. Où on ne s'est pas contenté de dire c'est régulier, c'est non fondé, etc. Où il y a eu vraiment du nouveau, où les choses ont été régulières. C'est ainsi qu'au niveau de la gestion des contentieux, nous pouvons dire qu'il y a eu plusieurs qui ont conduit à des annulations de procédures. Il y a eu des faits inédits en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était en 2012, c'est la première fois que j'ai vu un membre d'un gouvernement sortir sur le petit écran, affirmer quelque chose, beaucoup de bruit, une institution créée par l'État analyse et décrète que ce qui a été dit n'est pas bon et annule la procédure et l'accepte. C'était déjà le début d'une nouvelle ère. Vous vous rappelez tous de l'affaire des ordures ménagères. C'est ces faits inédits qui nous disent qu'il y a du nouveau à l'horizon. Il y en aura plusieurs tout à l'heure d'une analyse. Je vais vous montrer d'autres décisions qui ont été moins médiatisées, mais qui ont été très difficiles à prendre et qui montrent qu'il y a du nouveau à l'horizon. Nous avons également commencé, à peine clarité sortie, l'exclusion de participation aux appels d'offres des entreprises qui sont coupables de manœuvres frauduleuses. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans ce système? Quand une entreprise n'a pas la qualification, elle fabrique des faux diplômes. Elle scanne la signature des responsables pour faire des attestations de bonne exécution. Elle donne des fausses attestations des impôts de la CNPS. Et puis elle va soumissionner. Quel était le risque? Le seul risque,
C'est que quand on découvre le faux, on a mis l'offre de l'entreprise et plein de tout. Donc l'entreprise sait très bien que dans tous les cas, elle n'a pas de capacité pour avoir le marché. Alors elle préfère courir le risque de frauder, puisque dans tous les cas, si elle est découverte, elle n'aurait pas le marché, que de toutes les façons, elle n'aurait pas eu. Et c'est tout. Mais ça se passe à la justice. J'ai employé souvent cette métaphore de deux quartiers. Quand vous êtes dans un quartier plutôt comme Cody, que vous attrapez un voleur, on ne se contente pas que de reprendre ce qu'il a volé. On reprend ce qu'il a volé et on envoie au commissariat, on enferme. Quand c'est à Bobo, c'est plus rapide. On met sur sa tête ce qu'il a volé puis on le fait toute la journée. Qui ne commence pas. C'est ça la sanction qui manquait. Donc c'est un système qui avait une impunité. Vous pouvez frauder autant de fois que vous voulez dans ce système et le lendemain, vous révélez déposer les dossiers, vous continuez. Alors pourquoi je vais arrêter de frauder? Depuis, c'est terminé. À ce jour, vous aurez dans votre document les noms, les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. 11 entreprises sont exclues de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Si vous êtes dans les fournitures, ça peut aller. Mais si vous êtes dans les TP, c'est votre mise à mort. Comme leur nom indique, quand vous êtes dans les travaux publics, votre seul client, c'est pratiquement l'État. Et quand on vous explique de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant 2 ans dans les marchés publics, vous mourrez. Voilà comment est-ce qu'on va changer le système. Et voilà ce que l'ARMP a apporté en termes de résultats concrets pour dire qu'il y a du nouveau en Côte d'Ivoire en termes de bonne gouvernance. Parce que c'est quelque chose qui n'était jamais vu. Avant 1 an, jamais une entreprise ivoirienne n'a été exclue de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pour faux. Ça n'existait pas. Mais désormais, il y en a 11 qui sont sur la liste et c'est accessible sur notre site internet et vous aurez le document avec les noms de ces entreprises. Ensuite, nous avons évidemment les audits. Les audits, c'est quoi? Les audits, tout le monde en parle. Un peu comme la chimère, le sphinx, les minotaures, le centaure et tout ce qui est mythique, sans jamais en voir. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, combien d'audits vraiment ont été faits, publiés, portés à la connaissance des gens et exploités? Mais l'ARMP considère ceci. Un audit n'a de sens que lorsqu'il sort du tiroir, qu'il est porté à la connaissance du grand public et lorsqu'il est exploité. Pourquoi? Les fondements, on l'a déjà rappelé dans plusieurs exposés, ça remonte pratiquement à la Révolution française, où on dit que tout citoyen cotise, mais en retour, on doit le rendre compte. Nous sommes dans la commande publique. L'argent que gère chaque responsable est l'argent de tous les contribuables. Il faut qu'on sache où cet argent est parti. C'est pour cela que tous les audits réalisés par l'ARMP sont publiés. Et ils sont publiés avec les chiffres justes. Quand nous devons faire l'audit de gré à gré, on nous a dit au début qu'on ne pouvait pas le faire. Quand nous avons audité les gré à gré, on a dit qu'on ne pouvait pas publier. Quand on a voulu publier, on a dit qu'on allait truquer les chiffres. Mais quand quelqu'un ose vous dire, comme c'est le cas, que 97% des procédures sont irrégulières, à savoir que seuls 3% sont régulières, est-ce qu'on peut dire plus de vérité que celle-là? Et l'ARMP l'a dit. C'est ce qu'il y a de nouveau dans ce système qui fait que nous disons que désormais, il y a la bonne gouvernance. Les gens savent que désormais, même plusieurs années après, ils seront contrôlés et que toute la population sera informée de ce qui se passe dans le système, avec tous les chiffres exactement retranscrits. Voilà donc ce que l'ARMP a fait à ce niveau en termes de surveillance et de veille de la bonne marche du système. Mais il ne faut pas que faire la répression. Il faut aussi de l'autre côté, en tant que régulateur, veiller à ce que tout marche bien en aidant les gens à mieux faire leur travail. C'est ici que nous passons à la deuxième phase de ce que j'appelle la bonne gouvernance équilibrée. Aider à l'amélioration du système, l'ARMP l'a fait à travers les appuis à la DMP. Vous l'avez vu. Au début, il y avait une direction régionale des marchés publics en Côte d'Ivoire. Il y avait seulement 3 directeurs régionaux qui avaient des véhicules. 6 n'en avaient pas du tout. Imaginez-vous une entreprise a fait une faute. On doit faire une enquête ou une visite des chantiers pour décider le marché. Et le directeur régional n'a pas de véhicule, il monte donc dans le véhicule de l'entrepreneur. Mais ce marché-là ne pourra jamais être résilié. Voilà comment est-ce que, malgré la bonne foi des gens, ils ne peuvent pas aller à la bonne gouvernance parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous avez des directions régionales où le DR louait et les bureaux et son domicile. Nous avons eu le cas d'un DR qui avait une adhéré de 1 an 6 mois. Comment ce monsieur peut-il résister à l'appel des sirènes de la corruption, etc. L'ARMP a donc décidé de construire et de donner donc à ces DR en situation difficile des locaux. C'est la même chose que les équipements informatiques. Pour nous, la bonne gouvernance équilibrée, c'est quoi? La bonne gouvernance équilibrée, c'est que moi, je donne tous les moyens
pour vous mettre à l'aise pour travailler tout l'environnement et à retour, je donne des exigences. Mais on ne peut pas exiger de la bonne gouvernance de quelqu'un en le contraignant à la misère. Vous avez des agents de l'État où les frais d'émission sont fixés à 12 500 pour aller à Congo. Soyons sérieux. Comment vous pensez que ce monsieur-là peut correctement, de façon mathématique, sans corruption, pouvoir remplir les missions qui lui sont confiées par l'État de Côte d'Ivoire? Il faut être rationnel. Il faut être rationnel. Tout à l'heure, nous parlerons un peu du cas de la presse et vous verrez toujours ce que j'appelle la bonne gouvernance équilibrée. C'est d'ailleurs le cas puisque c'est le petit P. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés? On nous a expliqué qu'il était très dangereux de se frotter à la presse et que tout mot dit était interprété. Et il y avait cette fameuse boutade qui disait que pour un journaliste, quand on dit que un chien mort un homme, c'est pas une information. Mais un homme mort un chien, ça c'est une information. Pour nous dire que les journalistes sont à la recherche du scandale et que dans tous les cas, quelle que soit notre volonté de communication, les faits seront travestis. Nous, on a dit non, nous y croyons. Nous y croyons pourquoi? C'est trop facile de ne pas donner l'information. Et puis après, quand il y a des interprétations, des spéculations ou des inventions, de s'en plaindre. Il faut donner d'abord l'information. C'est trop facile aussi d'attendre à l'occasion d'un genre de publicité qu'on veut faire pour trouver qu'on a des amis parmi les journalistes et de côtoyer de façon nocturne les rédactions. Moi, je ne connais aucune rédaction d'autcun journaliste ici. Je n'ai jamais approché un seul en privé. Mais ce que nous faisons, c'est de créer un cadre institutionnel sain où nous recevons les journalistes avec tout le respect qui leur dû, où nous leur donnons toutes les informations utiles. Et depuis 5 ans, je n'ai jamais été déçu du retour. Nous avons fait des séminaires à Bassam, où tout le monde était sur le même pied d'égalité. Les DG de société, les journalistes, la radio, la télévision. C'est ça le respect et en retour, nous avons eu ce que nous attendons. C'est ça la bonne gouvernance équilibrée. Mais on ne peut pas être là et considérer qu'on peut demander aux journalistes le meilleur d'eux-mêmes sans leur donner en retour le minimum pour être crédible. Aujourd'hui, notre site internet est accessible à tous les journalistes. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je souhaite, ça a été déjà fait 2 ou 3 fois, que vous me posez des questions, même les plus difficiles, comme le problème du terminal à conteneurs et de l'attribution de ces marchés-là. Mais ça se fait là qu'on évolue. Mais les gens se réfugient, ils se cachent derrière et les journalistes font quoi? Moi, j'ai besoin d'une information, je ne l'ai pas. Il faut que j'écrive un article. Mais j'écris avec ce que j'ai. Mais si tout le monde accepte comme l'ARMP, à intervalles réguliers, ça fait la 8e fois, de rencontrer la presse et de dire ce qu'ils savent, après d'interpréter les faits, mais on va limiter les dégâts. Mais si on continue cette politique de l'autruche, où on ne communique pas, lorsqu'on voit un gros problème dans la société, on l'esquive, ça n'ira pas. Nous, on n'a pas esquivé les gré à gré. On n'a pas esquivé des gros problèmes comme les ordures ménagères. On n'a pas esquivé des gros problèmes comme les attributions du marché du terminal à conteneurs. Alors pourquoi vous ne pouvez pas faire en retour les journalistes ne prennent pas de responsabilité? Et moi, je vous félicite. Jusqu'à présent, nous sommes côtoyés plusieurs fois et je n'ai jamais vu un seul article qui a été mal orienté à ma connaissance. Et pour moi, c'est ça la bonne gouvernance équilibrée. Il faut que tous les acteurs aient droit au respect. Il faut que tous les acteurs, vous leur donnez ce qu'il faut pour qu'en retour, ils puissent produire le meilleur d'eux-mêmes. Et vous êtes tous de la presse, je pense que c'est ce qui fait que nous sommes venus aujourd'hui pour la 8e fois. Je ne sais pas encore du coup, il y a combien de structures qui le font, mais je pense que si tout le monde le faisait, les choses allaient pouvoir aller mieux. Nous continuons. Vous avez ensuite la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Ça, c'est un exemple aussi de ce que j'appelle la bonne gouvernance équilibrée. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? Quand on a besoin d'argent, quand on négocie un appui financier, on monte patte blanche en faisant des signes de bonne gouvernance. Le temps d'avoir le PPTE, le temps d'avoir un peu d'argent. Mais c'est de la triche. Nous, voilà les phases que nous avons faites. Et un premier temps, on a été fortement appuyé par les bailleurs, notamment la Banque mondiale, qui nous a donné notre siège, etc. Et puis, arrivé un moment, j'ai réuni les collaborateurs, j'ai dit désormais, nous ne voulons plus de dons des bailleurs. Les gens n'ont pas compris, j'ai dit non. Quand nous sommes dans nos rapports avec les bailleurs, nous ne voulons plus de dons. Pourquoi? C'est par les idées, l'assistance technique, que nous avons changé les choses et non par l'afflux de capitaux mal utilisés. Aujourd'hui, l'ARMP est partie de quoi? Elle était assistée, elle a tout fait pour être autonome et aujourd'hui, elle assiste la direction des marchés publics, par exemple. Donc, les bailleurs peuvent vous aider à nous mettre en orbite. Les bailleurs peuvent vous aider à remonter la pente. Mais il faut qu'à un moment, on puisse voler de nos propres ailes
qu'on continue toujours à collaborer avec eux, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sans que cela ne soit lié avec prêts qu'on est en train de négocier. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir la BAD, je suis heureux d'avoir l'Union européenne, pas parce qu'en retour nous attendons des chèques, mais parce que nous entendons en retour des idées pour que le bateau d'Ivoire aille du mieux. Avec ou sans des partenaires au développement, la Côte d'Ivoire doit prospérer dans la bonne gouvernance. Donc, ça ne doit pas être quelque chose d'événementiel, de circonstanciel, quelque chose d'intéressé qui est lié à un afflux de capitaux, mais c'est quelque chose de permanent parce que c'est le compte. Et nous, on a dit, pas parce que nous sommes suffisants, mais c'est un signal fort que nous voulons donner aux bailleurs, que nous sommes avec eux, ils sont avec nous, même sans intérêt d'appui budgétaire. Il faut qu'ils nous soutiennent, mais qu'ils nous soutiennent dans le vrai, qu'ils nous soutiennent dans la bonne gouvernance, qu'ils nous soutiennent de façon institutionnelle pour que les choses avancent. Et si nous avons ces rapports-là, c'est ce que nous appelons la bonne gouvernance équilibrée. Mais faire appel aux bailleurs de fonds, tout simplement parce qu'on a besoin d'argent en retour, ce n'est pas la bonne gouvernance. Nous avons aussi les relations avec les ambassades. C'est simple, il a dit tout à l'heure, l'année dernière, sous l'impulsion de l'ambassade des États-Unis, le Congrès américain m'a invité à visiter certains États et avoir la bonne gouvernance avec tout frais payé, le billet d'avion, le séjour, etc. Pour nous, c'est un bon signal. Au niveau de la France, nous sommes partis 3 fois à l'invitation de l'ADF. C'est un bon signal. Et c'est ça la bonne gouvernance équilibrée. Il faut que nous partissions dans le vrai. Il faut que tous nos partenaires comprennent qu'aujourd'hui, au-delà de la triche, nous avons intériorisé ce principe-là et qu'on ne peut aller de l'avant que par cette bonne gouvernance-là. Donc voilà ce que nous appelons la bonne gouvernance équilibrée avec tous nos partenaires, que ce soit la direction des marchés publics, que ce soit la presse, que ce soit les partenaires techniques et financiers ou les ambassades. Nous continuons. Au-delà de cette vision, dit dans une première partie de notre stratégie, quelles sont nos convictions actuellement? Nos convictions, c'est que d'abord, c'est dur. Ça a l'air facile de tenir un micro et de parler de bonne gouvernance. Mais je ne vous dis pas les coups qu'on a pris, les misères qu'on a vécues, qui nous ont amenés à migrer vers la protection de la présidence en quittant le ministère de l'économie et des finances. Mais quelle était notre conviction? Notre conviction est reprise par cette citation d'Hannibal, ce grand conquérant qui utilisait des éléphants pour ses guerres et qui disait ceci: nous trouverons un chemin, nous nous en créerons un. C'est ce que l'arrivée a fait. Quand nous sommes arrivés, rien n'était donné. On était prévu pour être une petite structure, un observatoire. Nous étions rattachés au ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, nous sommes une institution, nous sommes une autorité administrative indépendante rattachée à la présidence de la République. Ces victoires-là, nous les avons eues à l'arraché. Nous les avons eues en combattant. Nous ne les avons pas eues en restant impassibles. Nous avons fait comme Hannibal. Quand il y avait un chemin, on le prenait. Quand il n'y en avait pas, on créait un. Et aujourd'hui, nous avons avancé. Nous avons fait également, comme toujours j'aime le rappeler, des Spartiates. À savoir que le plus important, c'est le combat, mais pas la victoire. Il y a des combats qui sont tellement grands, tellement immenses, qu'avant de le commencer, même si vous voulez la victoire, vous serez découragé. Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut penser vraisemblablement que la bonne gouvernance est possible. Mais il faut y croire, il faut se battre. Et puis, comme je l'ai dit, le combat nous appartient et la victoire appartient à Dieu. Nous n'avons pas totalement gagné la guerre, mais nous avons gagné plusieurs batailles qui nous font croire qu'il faut avancer à la Spartiate. Se battre d'abord et la victoire après on verra. Et nous terminons par cette citation d'Amadou Kourouma qui disait ceci: Bouribana, ça veut la fin des reculades. Aujourd'hui, les mots sont tels que nous faisons quoi? Chaque fois qu'il y a un obstacle, on cherche un échappatoire. Chaque fois qu'il y a un obstacle, on recule. Mais à un moment, on fait quoi? En sachant que nous sommes responsables. Je l'ai toujours dit et j'emploie toujours cet exemple-là. Vous partez faire un transfert sur votre cellulaire, vous partez appeler, vous trouvez un jeune qui gère une cabine, qui a une maîtrise qui est un 2 ans. Mais ça fait peur. Les répercussions sociales font peur. Si jamais nous ne prenons pas nos responsabilités pour quitter dans ce cycle infernal du sous-développement en faisant la bonne gouvernance, c'est une véritable bombe que nous avons entraînée. Si vous prenez un jeune qui est ingénieur, qui à travers les marchés publics a une entreprise, qui travaille, qui se lève le matin, qui s'en va, le soir il rentre en famille. Si vous mettez un podium à la Sorbonne pour dire venez écouter un discours, il n'ira pas. Parce qu'il est occupé et il a à manger. Mais quand il n'a rien, les gens exploitent sa misère. Tous ces jeunes que vous voyez dans ces marches, dans ces rassemblements, toutes ces tensions que vous voyez dans la société, elles peuvent être apaisées s'il y a la bonne gouvernance. Parce que quand quelqu'un a le minimum pour vivre, quand il s'occupe de sa famille, quand il n'est pas désespéré, ce n'est pas une affaire facile.
Mais par contre, quand la personne est désespérée, quand elle vous regarde, vous avez les mêmes diplômes, mais elle est dans la rue, en train de gérer une cabine téléphonique, pendant que vous êtes dans un 4x4 luxuriant, ça révolte. Et ça fait qu'ils se lèvent au chant des sirènes. Et il faut arrêter cette attitude qui consiste à pousser les gens à la misère et au désespoir et ne pas leur donner leur chance. Et ça, nous pouvons par les marchés publics le régler. À Boaké, on a eu plusieurs témoignages de jeunes entrepreneurs qui avaient des diplômes et ne sachant pas quoi faire, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Une fois qu'il crée son entreprise, à son tour, il prend 10-20 personnes. Si ce cas est multiplié, vous verrez que contrairement à ce que vous pensez, les marchés publics, ce n'est pas que de l'économie, ce n'est pas que de la finance, mais c'est aussi la société. On peut apaiser le climat social si on gouverne bien les marchés publics. Mais c'est une véritable bombe que nous avons laissée là si nous ne donnons pas la chance à travers les marchés publics à tous ces jeunes qui sortent, qui sont désespérés, d'avoir un espoir auquel s'accrocher. Il faut arrêter d'exploiter les misères des gens, il faut leur donner un espoir si nous voulons vivre plus en paix. Et c'est sur cette partie que je voulais passer à la conclusion et plutôt aux résultats enregistrés avant la conclusion. Au niveau des résultats enregistrés, je me suis livré ce premier petit exercice. Il s'agit de voir pour chaque élément quel est le principe de bonne gouvernance que l'ANP utilise. J'espère que ça passe. En fait, vous avez plusieurs principes. Mais au niveau des marchés publics, nous préférons la primauté du droit, la transparence, l'obligation de rendre compte, la réactivité et l'efficacité. Quand nous gérons les contentieux, j'ai mis en croix rouge et en gros caractère la primauté du droit. Chez nous, c'est le droit avant tout, c'est le droit qu'on repère. Si vous respectez la réglementation, ça passe. Quand vous sortez de la réglementation, nous sanctionnons les cas. Et deuxièmement, il y a aussi la transparence, parce que lorsqu'il y a un contentieux, il faut que de façon de transparence, on dise qui a tort, qui a raison et qu'on le publie. Au niveau des exclusions, le plus important pour nous, c'est la transparence. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fraude, qui triche pour avoir un marché, c'est qu'il ne l'a pas eu dans la transparence. Et donc, c'est un principe que nous appliquons chaque fois que nous sanctionnons une entreprise. Et de façon subsidiaire, il y a aussi le droit, puisque c'est une entreprise qui n'a pas respecté le droit. Nous passons à la formation. Au niveau de la formation, le plus important pour nous, c'est la transparence. Partout où les marchés ne sont pas attribués selon des critères clairs définis, c'est que c'est d'autres critères plus obscurs qui préparent aux attributions. Donc, une entreprise qui se forme, elle se forme dans l'espoir que de façon claire et transparente, c'est le meilleur rapport qualité au prix direct à travers un bon dossier d'appel d'offres qui est présenté et on va avoir ce marché. Et donc, pour nous, la transparence est mise lorsque nous parlons donc de la formation. Également aussi la primauté du droit en deuxième position, parce que quand nous formons aux procédures, on vous apprend dans le RPAO quelles sont les règles du jeu avant le jeu. Vous avez aussi les audits. Dans les audits, l'élément fondamental, c'est l'obligation de rendre compte. Comme on l'a dit, on dit que nous sommes tous des citoyens contribuables. Une fois que nous nous donnons l'argent au nom de l'État de Côte d'Ivoire, en retour, vous avez l'obligation de nous rendre compte de son utilisation. Et l'autre principe qu'on peut appliquer aux audits, c'est également la réactivité et la transparence. Transparence, pourquoi? Parce que tous nos audits sont publiés. Les réactivités, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une spécificité au niveau des audits, on a fait un choix. La plupart des pays de l'UEMOA font des audits à trois. Chaque année, on choisit tel ou tel ministère comme audit. Mais ici, nous nous sommes dit, il faut être réactif. Chaque fois qu'au niveau national, il y a un débat, chaque fois qu'il y a une préoccupation récurrente, il faut avoir le droit d'y répondre. Par exemple, les gré à gré. On a pris la décision de quitter les gré à gré parce qu'à un moment, tout le monde en parlait. On a pris la décision d'auditer le stock des marchés parce qu'à un moment, quand vous partez, que vous voyez la cité policière de Yopougon, qui est là depuis 20 ans, on n'avance pas, on ne recule pas, il faut bien qu'on trouve une solution et l'autorité de régulation ne peut pas s'équilibrer éternellement. C'est contre les manœuvres frauduleuses. On a pris la décision de faire une étude sur les manœuvres frauduleuses parce qu'il y avait trop de fraude dans ce système et il fallait réagir. Donc, c'est des audits réactifs pour améliorer une situation. Mais les audits à trois, on a plus l'impression que c'est pour sanctionner, aller chercher la petite bête. Quand que les deux sont valables, nous, on a beaucoup exploité la réactivité du point des audits. Et chaque fois qu'un grand problème national se pose, nous faisons des enquêtes, nous faisons un audit pour permettre à la population de mieux comprendre. Par exemple, je vous donne la couleur, nous allons auditer de façon technique
les routes. Pourquoi en Côte d'Ivoire, vous avez des routes comme l'Aspimo Timobo, qui est là depuis 30 ans, 40 ans, c'est pas dégradé. Et d'autres routes, on le fait 2 ans après c'est dégradé. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui a triché en ne respectant pas les cahiers des charges, ou bien c'est l'État lui-même qui dès le début a donné des cahiers des charges pour l'espérance de vie de la route est à bonne? Il faut qu'on en sorte. Donc pour nous, chaque fois qu'il y a un débat national, l'ANP doit pouvoir donner la réponse appropriée aux populations. Et c'est pour cela que je parle de réactivité de nos audits. Nous continuons avec la communication, évidemment, c'est la transparence, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense qu'il y a très peu de personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent tenir le micro et dire ce que j'ai dit. Et c'est ça, il faut être transparent et donner les choses telles qu'elles sont. Nous avons aussi l'obligation de rendre compte parce que vous êtes tous soit du secteur privé, soit de l'administration, soit de la société civile. Mais vous êtes tous des contribuables. En tant que président de l'autorité de régulation des marchés publics, j'ai l'obligation de vous rendre compte sur nos activités. J'ai l'obligation de vous communiquer sur ce système-là. Parce que le mandat, je l'ai dit, de l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la personne qui est importante, mais c'est la mission qu'on m'a donnée. Et c'est la mission de la nation. Et en retour, quand vous votez le budget, vous faites un séminaire de formation résidentielle en ça hôtel, ce n'est que justice. Ce n'est pas un privilège, c'est un pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais pourquoi vous pouvez aller pendant 24 heures avec des journalistes la menace cet exercice? C'est un droit pour eux. C'est un droit que nous avons en tant que fonctionnaires mis en mission par l'État de Côte d'Ivoire de l'aide, c'est qu'on fait de notre argent. Et c'est ça pour la communication. Nous continuons. Ici, j'ai rapidement fait un exercice qui est très important. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de marché qui sont tabous? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de personnes qui ne peuvent pas être atteintes par les décisions de l'ANP? D'ailleurs, quand nous avons été attachés à la présidence, les gens se sont inquiétés en disant que nous partions dans la gueule du monde. Et je leur ai répondu, non, nous partons plutôt dans l'heure du cyclone. Tous les marins le savent, quand il y a une grande tempête à la périphérie, il y a une bourrasque. Mais quand vous êtes aussi, c'est le calme plat. Et je peux vous dire que d'être à la présidence, c'est bon, parce que depuis que nous sommes dans le calme plat. Mieux, vous allez le voir, nous avons pris une décision contre la présidence. Et ça, c'est un fait inédit. C'est pour ça que je dis qu'il y a un nouveau dans la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Typologie donc des structures contre qui nous avons pris des décisions ou qui sont à l'origine des décisions. Vous avez tout. Les EPN, comme le groupe de la loi, les collectivités, comme la mairie des Tabo, les EPIC, les projets, etc. Et au niveau du financement, non seulement le budget de l'État de Côte d'Ivoire finance, mais vous avez aussi des financements extérieurs, comme l'unité de gestion du projet du Golfe japonais. Donc, chez nous, toutes les autorités contractantes et toutes les sources de financement, quelles qu'elles soient, quand il y a un contentieux, nous pouvons prendre des décisions. Et ce tableau parle des décisions d'annulation. C'est-à-dire que c'est les appels d'offres que nous avons eu à annuler. Nous continuons le tableau suivant. Ce tableau nous montre quoi? Vous voyez, nous avons toujours ces structures où il y a l'administration centrale, il y a les EPN, il y a l'administration déconcentrée. Mais regardez les sources de financement. Les bailleurs ont bien voulu pousser la transparence jusqu'à accepter, dans certains cas, bien que ce soit eux qui financent les décisions de l'ANP. C'était le cas de la BOAD. Ensuite, les structures à l'origine des manquements. Vous allez avoir tout à l'heure le recueil où vous verrez les décisions. Moi, je représente mon corps d'origine au sein de l'autorité de l'éducation. À l'origine, je suis conseiller du ministre de l'Économie et des Finances. Mais dans la décision du 26 mars 2013, j'ai eu annuler un marché attribué par le ministre de l'Économie et des Finances. Une décision du ministre de l'Économie et des Finances. C'est ça la bonne gouvernance. Mieux, après le ministère de l'Économie et des Finances, dans le cadre d'un projet de vie financé par une banque indienne, nous avons eu à annuler une décision parce que les conseillers du Premier ministre dans la salle avaient fait des interférences. Et plus récemment, nous avons eu à annuler une décision au motif que, page suivante, dans une commission d'ouverture de jugement, censée être certains ministères, se sont retrouvés des membres de la présidence. Voilà donc la gradation en tendance. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les directions générales, les directions centrales, des ministères, des institutions ont eu à voir leurs décisions annulées par l'autorité de régulation avec la caution de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. Nous ne pouvons pas le faire si on n'avait pas l'État derrière nous.
C'est parce que nous avons des cas derrière nous qui ont investi de ce pouvoir que c'est fait. Donc aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on n'a pas avancé. Nous avons avancé parce qu'il n'y a plus d'intouchable. Nous avons avancé parce que nous avons tout de suite le recueil des décisions. Vous pouvez lire vous-même l'intérieur et voir que les strates de la société ont été atteintes en termes de décisions reçues, et ça avec la caution de l'État de Côte d'Ivoire, qui nous permet d'exercer le mandat jusqu'à présent. Donc voilà ce que nous avons fait de nouveau en termes de bonne gouvernance. Nous continuons. Les perspectives et les préoccupations en termes de préoccupations et de défis. D'abord, ce qui nous préoccupe 5 ans après, c'est la force des institutions au-delà des hommes. Parce que il faut faire confiance aux institutions que non aux hommes. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui soient permanents. Les premiers viennent, ils relèvent des défis, ils prennent des coups, peut-être par rapport à leur caractère, ça marche. Mais quand ils s'en vont, qu'est-ce qui va rester? Et aujourd'hui, c'est une de nos inquiétudes. Parce que dans tout système où on vous misait plus sur les hommes que sur les mécanismes institutionnels, c'est fluctuant, et une fois que ces hommes s'en vont, on ne sait pas. Nous avons un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Nous avons fait ce que nous avons fait, et il est important que tout le monde, à travers l'œuvre du compte des journalistes, à travers les bailleurs de fonds, au-delà des hommes qui sont à l'ARMP, nous aident à perpétuer ce système et que les mêmes réflexes restent, même si ces hommes-là s'en vont. Deuxièmement, nous avons le positionnement du régulateur par rapport au pouvoir. Ça, je tiens à vous le dire de façon sincère. Je me suis rendu compte d'une chose. Il faut éviter d'être isolé en tant que régulateur ou d'être pris contre un pouvoir. Ce n'est pas intéressant. Pourquoi? D'abord, le budget, c'est le domaine de la souveraineté de l'État. Et les marchés publics sont une modalité d'exécution du budget de l'État. Dans tous les pays du monde, vous ne pouvez pas braver l'État en régulant les marchés publics. Deuxièmement, il ne faut pas accepter qu'il y ait un camp A et un camp B. Nous sommes tous au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Donc même quand nous prenons une décision contre les autorités, nous la prenons dans le camp de l'État de Côte d'Ivoire. Sinon, pour finir, on vous banalise, on vous isole et on donne l'impression qu'il y a ceux qui sont pour l'État et à ceux qui sont contre l'État. Vous, les journalistes, vous voulez la même chose. Vous faites un article, quand il n'est pas bon, il est contre l'État. Quand il est bon, il est pour l'État. Et c'est bon. Un article peut critiquer l'État, mais dans le sens de l'amélioration. Et c'est pour cela que l'ARMP refuse qu'il y ait 2 camps. Il y a un seul camp, c'est le camp de la Côte d'Ivoire. Il y a un seul camp, c'est le camp de l'État de Côte d'Ivoire. Même quand nous annulons une décision, nous n'annulons pas une décision contre l'État de Côte d'Ivoire, mais nous l'annulons pour l'État de Côte d'Ivoire. Il est donc très important pour nous de nous identifier comme étant dans le camp de l'État de Côte d'Ivoire. Après cet élément, nous parlons des réformes nécessaires au bon fonctionnement de l'ARMP. Nous avons quelques difficultés. C'est que, au niveau de notre statut juridique, il y a un petit flou. On dit que nous sommes autorité administrative indépendante, mais dans le fonctionnement, dans la gestion financière, nous avons encore quelques problèmes que nous pensions pouvoir améliorer. Dans l'UEMOA, vous avez des mécanismes communs. Un exemple concret, tous les autres pays, l'autorité régule à la fois et les membres du secteur privé et ceux de l'administration, sauf en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons annulé, plutôt nous avons sanctionné 11 entreprises pour exclure tout l'appel d'offres en Côte d'Ivoire. C'est bon, mais combien de fonctionnaires fautifs ont été sanctionnés? Il n'y en a pas. Alors, si jamais, dans les perspectives, on ne fait pas cet équilibre, on va commencer une injustice. On va amener l'ARMP à passer sur le secteur privé à sanctionner, et pendant ce temps, les fonctionnaires sont dans l'impunité. Parce que justement, dans notre système, il y a cette rectification à faire. Il faut que ce soit équilibré. Autant le secteur privé est sanctionné quand il est fautif, autant il faut des mécanismes pour pouvoir sanctionner les gens de l'administration quand ils sont fautifs. Pour la petite histoire, nous avons déjà eu des preuves de corruption. Avec des reçus Western Union, où un agent de l'État a pris de l'argent avec une entreprise pour avoir un marché. Mais nous sommes impuissants. Parce que nous n'avons pas ce qu'il faut comme arsenal juridique pour sévir. Si l'ARMP avait le même pouvoir que le secteur privé, il y a longtemps qu'en Côte d'Ivoire, vous avez vu l'argent de l'État sanctionné pour corruption. Nous sommes prêts à le faire, mais il faut que les mécanismes au niveau de la réglementation nous permettent ou que les autres structures sont appliquées à le faire, on l'aide à vraiment le faire. Mais ce serait vraiment intéressant en Côte d'Ivoire. Tout comme l'ARMP annonce que nous avons interdit de tout à fait d'offres en Côte d'Ivoire. 11 entreprises
parce qu'elles ont fait il faut qu'un jour aussi on dit que 10 ou 11 fonctionnaires ont été sanctionnés parce qu'ils ont été auteurs de corruption. C'est ça la gouvernance équilibrée et c'est une des perspectives que nous voulons en tout cas pour le système. Si c'est fait, nous pouvons simplement dire en termes de construction qu'il y a un temps de vie. Et nous pensons que 5 ans après, même si la guerre n'est pas gagnée, beaucoup de batailles ont été gagnées et qu'aujourd'hui, c'est le temps de la reconstruction de la Côte d'Ivoire à la bonne gouvernance par les marchés publics. Je vous remercie.